La caméra automatique cliquetait régulièrement tandis que le F-6F L4 du major Robert Cowboy Stout survolait Peleliu à 8000 pieds. 12 septembre 1944. Ses ordres étaient simples. Photographier l'aérodrome nord et retourner sur l'USS Hornet. Le renseignement lui avait assuré que le terrain était abandonné, probablement endommagé par des raids de bombardement précédents. Puis Stout regarda en bas et son sang se glaça. L'aérodrome, en dessous, était rempli d'avions japonais. Des Mitsubishi Zero, des bombardiers Nakajima, des dizaines d'entre eux alignés bout d'aile à bout d'aile. Des fûts de carburant empilés en rangées ordonnées. Des équipes au sol grouillant autour de chaque avion. Ils n'étaient pas abandonnés. Ils se préparaient pour une frappe massive. Stout compta rapidement. Au moins 40 avions entièrement harnés et ravitaillés. Et ils savaient exactement ce qu'ils attendaient. Dans 3 jours, 28 000 Marines prendraient d'assaut les plages de Peleliu dans l'un des plus grands assauts amphibies de la guerre du Pacifique. La flotte d'invasion naviguait déjà vers l'île. Ces 40 avions japonais étaient positionnés pour les massacrer avant qu'ils n'atteignent le rivage. La formation de Stout était claire. Repérer les forces ennemies, transmettre les coordonnées par radio, retourner à la base et laisser le commandant décider comment réagir. Le travail d'un pilote de reconnaissance était d'observer et de rapporter, pas de s'engager. Surtout pas seul contre un aérodrome entier hérissé de canons anti-aériens. Mais Stout comprenait aussi la bureaucratie militaire. Le temps qu'il atterrisse, dépose son rapport et que le commandement assemble un ensemble de frappes, des heures passeraient. Peut-être une journée entière. Les Japonais disperseraient ces avions, les cacheraient dans des alvéoles ou pire, les lanceraient contre la flotte. Les Marines débarquant sur ces plages dans 3 jours n'avaient pas le temps pour une procédure appropriée. Ils avaient besoin que ces avions soient détruits maintenant, pas demain. Maintenant, Stout faisait des cercles plus hauts, étudiant la disposition ci-dessous. Les Japonais avaient commis une erreur critique dans leur précipitation. Les avions étaient entassés trop près les uns des autres, entourés de fûts de carburant exposés. Un bon coup pourrait déclencher une réaction en chaîne qui consumerait tout le terrain. Il vérifia ses munitions. 6 mitrailleuses Browning calibre 50, 2400 cartouches au total. Environ 12 secondes de tir soutenu. Loin d'être suffisant pour détruire 40 avions individuellement, mais assez pour allumer une très grosse mèche. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez et ce que vous savez sur la bataille de Peleliu. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi si vous aviez entendu parler de l'attaque de Cowboy Stout. Robert Stout n'était pas un pilote imprudent. À 28 ans, il avait déjà effectué 63 missions de combat. Il avait survécu à des combats aériens avec des Zéros, attaqué des positions fortifiées sous feu nourri, et atterri sur des porte-avions dans des tempêtes qui gardaient d'autres pilotes au sol. Il connaissait la différence entre le courage et le suicide. Ce qu'il envisageait maintenant marchait sur cette ligne très prudemment. S'il attaquait, chaque canon anti-aérien sur Peleliu le ciblerait. Il serait seul sans ailier pour supprimer le tir au sol ou couvrir sa fuite. Son L4 pouvait encaisser des dégâts, mais un coup chanceux au moteur ou au cockpit l'enverrait dans la jungle sans possibilité de sauvetage. S'il n'attaquait pas, ces 40 avions se lanceraient par vagues contre la flotte d'invasion. Les pilotes japonais mitrailleraient les embarcations de débarquement, bombarderaient les navires de transport et transformeraient les plages en zone de mise à mort. Les Marines mourraient par centaines avant d'établir une tête de pont. Stout avait vu ce qui se passait quand les Marines débarquaient sous attaque aérienne. Il avait effectué un appui aérien rapproché à Tarawa, où les avions japonais avaient fait des ravages sur les premières vagues. Il avait regardé impuissant tandis que des bombardiers ciblaient des embarcations de débarquement bondées qui ne pouvaient pas manœuvrer ou se défendre. La décision prit moins de 30 secondes. Stout poussa la manette des gaz vers l'avant et mit le Hellcat en piqué. L'altimètre se déroula rapidement alors qu'il descendait vers la canopée de la jungle. Son plan était simple. Arriver vite et bas, frapper d'abord les fûts de carburant et sortir avant que les artilleurs anti-aériens puissent le suivre. À 2000 pieds, il se stabilisa et poussa la manette jusqu'à la butée. Le Hellcat accéléra à près de 400 miles par heure, le moteur hurlant à puissance maximale. Les arbres se brouillaient sous lui alors qu'il descendait à peine 50 pieds au-dessus de la jungle. L'aérodrome apparut soudainement à travers une trouée dans les arbres. Les équipes au sol japonaises levèrent les yeux avec confusion tandis que le Hellcat rugissait au-dessus. Certains se flichèrent, d'autres plongèrent pour se mettre à couvert. Aucun n'atteignit ses positions anti-aériennes à temps. Stout s'aligna sur la rangée nord d'avions et pressa la gâchette. Les 6 mitrailleuses ouvrirent le feu simultanément, leur rugissement combiné noyant le moteur. Des traceurs marchèrent sur le tarmac, cousant à travers la fine peau d'aluminium d'un Zéro. Le chasseur trembla sous les impacts, le carburant jaillissant des réservoirs rompus. Stout ajusta légèrement sa visée et tira dans un groupe de fûts de carburant empilés entre 2 bombardiers. Les fûts se désintégrèrent sous le feu de calibre 50. Le carburant d'aviation explosa en une boule de feu massive qui engloutit les 2 avions. L'explosion était plus grande que ce que Stout avait anticipé. Les flammes bondirent à 50 pieds dans les airs, l'onde de choc secouant son Hellcat alors qu'il remontait brusquement. Derrière lui, le feu se propageait avec une vitesse terrifiante. Le premier Zéro en flammes enflamma l'avion garé à côté. Ce feu se propagea à un autre, puis à un autre, chaque explosion alimentant la suivante. En quelques secondes, la moitié de la rangée nord était engloutie.
Les équipes au sol japonaises coururent dans toutes les directions, abandonnant toute tentative de sauver les avions. Les artilleurs antiaériens atteignirent finalement leur position et ouvrirent le feu, mais Stout grimpait déjà, zigzagant pour gâcher leur visée. Des traceurs arquèrent devant sa verrière. Il sentit des impacts secouer la cellule alors que des obus de 20 mm perforaient sa section arrière. Des voyants d'avertissement clignotèrent sur le tableau de bord, mais le moteur continuait de tourner fort. Il vira serré à droite, gagnant de l'altitude et faisant le tour. En dessous, la dévastation dépassait ses attentes. Près de 20 avions brûlaient, les flammes se propageant sur le tarmac en une rivière de feu. Une épaisse fumée noire bouillonnait dans le ciel, visible à des miles. Mais à l'extrémité sud du terrain, au moins 20 autres avions restaient intacts. Stout vérifia ses munitions. À moitié parties. Peut-être 6 secondes de tir restantes. Les artilleurs anti-aériens étaient prêts maintenant. Le suivant alors qu'il faisait des cercles. Revenir pour un deuxième passage revenait à demander à être abattu. Il se retourna et plongea quand même. Cette fois, le tir anti-aérien fut immédiat et intense. Des traceurs remplirent l'air autour de lui comme des guêpes en colère. Il esquiva à gauche, puis à droite, ne tenant jamais une ligne droite assez longtemps pour que les artilleurs puissent le devancer correctement. Le Hellcat trembla sous d'autres impacts, le métal se déchirant quelque part dans le fuselage. Stout arriva d'un angle différent, ciblant les bombardiers à l'extrémité sud du terrain. Ses munitions restantes martelèrent l'avion, déchiquetant les surfaces de contrôle et perforant les réservoirs de carburant. Il promena son feu sur un camion-citerne qui explosa avec assez de force pour retourner un bombardier voisin sur le dos. Les explosions secondaires commencèrent immédiatement. Le carburant brûlant du camion se propagea aux caisses de munitions empilées qui détonèrent en une série rapide d'explosions. Les munitions propres des bombardiers explosèrent, déchirant les avions de l'intérieur. En quelques instants, la rangée sud brûlait aussi férocement que la rangée nord. Les canons de Stout se turent. Vide. Il avait tiré toutes ses cartouches. Le Hellcat se sentait lourd alors qu'il remontait, les surfaces de contrôle endommagées le faisant lutter. Plus de voyants d'avertissement. Quelque chose fuyait, laissant une mince traînée de fumée. Mais en dessous de lui, l'aérodrome entier était un brasier. Chaque avion, chaque fût de carburant, chaque structure était consumée par le feu. La colonne de fumée s'élevait à des milliers de pieds, marquant l'endroit comme un bûcher funéraire. Stout dirigea le Hellcat endommagé vers l'océan et le ramena péniblement à l'USS Hornet. L'hydraulique était défaillante, rendant les commandes lourdes et non réactives. La pression d'huile baissait. Il n'était pas sûr que le train d'atterrissage se déploierait, mais au moins le moteur fonctionnait encore. Le vol de retour sembla plus long que l'attaque. L'adrénaline s'estompa, remplacée par la réalisation de ce qu'il venait de faire. Il avait directement désobéi aux ordres. Au lieu de prendre des photographies et de retourner comme on lui avait dit, il avait attaqué seul un aérodrome entier. Une cour martiale était une possibilité réelle, tout comme se faire réprimander par chaque officier entre lui et l'amiral, mais l'alternative, regarder ces 40 avions massacrer les Marines, aurait été pire que n'importe quelle punition que la marine pourrait infliger. Le Hornet apparut à l'horizon. Stout contacta la tour par radio et rapporta sa situation. Avion endommagé, incertain quant au train d'atterrissage, demandant un atterrissage prioritaire. Le porte-avions se tourna face au vent et dégagea le pont. Son train d'atterrissage se déploya, mais seulement partiellement. Une roue ne se verrouillait pas. Il arriva vite et attrapa le deuxième câble. Le Hellcat endommagé s'écrasa sur le pont assez fort pour plier le métal. Les équipes de pont grouillèrent immédiatement autour de l'avion, choquées par les dégâts. La section arrière était déchiquetée. Le fuselage avait plus d'une douzaine de trous. La peinture était brûlée en noir d'avoir volé à travers les explosions. Stout descendit du cockpit et se retrouva face à une foule d'officiers. Le chef des opérations aériennes voulait savoir pourquoi il était revenu avec des dégâts de combat d'une mission de reconnaissance. Le commandant d'escadron voulait savoir pourquoi il avait rompu le silence radio. L'officier du renseignement voulait savoir ce qui s'était passé au-dessus de Peleliu. Le rapport de Stout fut simple. L'aérodrome n'était pas abandonné. Il était rempli d'avions se préparant à attaquer la flotte d'invasion. Il les avait détruits. Toss. 40 avions partis. 8 minutes du début à la fin. Les officiers le regardèrent fixement. L'officier du renseignement lui demanda de répéter le nombre. 40 avions détruits par un pilote dans un seul avion. Cela semblait impossible. Les photos de reconnaissance le confirmèrent. Le lendemain, l'aérodrome nord de Peleliu était complètement détruit. Pas un seul avion ne restait opérationnel. Les photos aériennes montraient les coques calcinées d'exactement 40 avions japonais, dispersés sur un tarmac noirci. Les dépôts de carburant étaient des cratères. Les structures étaient des décombres. Les officiers du renseignement révisèrent leur évaluation de la force aérienne japonaise sur Peleliu. Au lieu d'affronter 40 avions le jour J, les Marines frapperaient les plages avec une supériorité aérienne complète. La menace aérienne japonaise avait été éliminée par un pilote qui avait refusé de suivre les ordres. La Marine décerna à Stout la Navy Cross, la deuxième plus haute décoration pour bravoure au combat. La citation louait son héroïsme extraordinaire et son esprit combatif agressif en attaquant seul des forces ennemies supérieures. Sa décision de s'engager avait directement sauvé des vies américaines.
Mais la bataille de Peleliu qui suivit fut brutale quand même. Les Marines débarquèrent le 15 septembre 1944 et firent immédiatement face à certains des combats les plus intenses du Pacifique. Les forces japonaises avaient fortifié les crêtes coralliennes et les grottes de l'île, transformant chaque position en bastion mortel. La bataille dura plus de 2 mois et coûta près de 2000 vies américaines. Pourtant, sans l'attaque de Stout, les pertes auraient été bien pires. Ces 40 avions japonais auraient attaqué pendant les premières heures vulnérables de l'invasion lorsque les Marines étaient entassés dans des embarcations de débarquement et des navires de transport. Les attaques aériennes sur les assauts amphibies étaient dévastatrices, parce que les troupes ne pouvaient pas se mettre à couvert ou manœuvrer. Les historiens militaires calculèrent plus tard que l'attaque en solitaire de Stout avait probablement sauvé entre 500 et 1000 vies de Marines le premier jour seulement. Ces 8 minutes de combat avaient accompli ce qu'un escadron complet de bombardiers aurait pu réaliser, et il l'avait fait exactement au moment critique avant que les Japonais ne puissent disperser leurs avions. Après la guerre, Stout retourna en Californie et vécut tranquillement. Il parlait rarement de ce qu'il avait fait au-dessus de Peleliu. Ses enfants grandirent en sachant que leur père avait servi dans le Pacifique, mais ils n'apprirent les détails que des décennies plus tard. La Navy Cross reposait dans un tiroir, non affiché sur un mur. Les amis qui le connaissaient décrivaient un homme mal à l'aise avec l'attention ou les éloges. Quand on l'interrogeait sur l'attaque, il minimisait. « J'ai vu des avions qui devaient être détruits, alors je les ai détruits », disait-il. N'importe quel pilote aurait fait pareil, mais tous les pilotes ne l'auraient pas fait. La plupart auraient suivi les ordres, transmis par radio et laissé le commandement s'en occuper par les canaux appropriés. Cette approche bureaucratique aurait donné aux Japonais le temps de disperser leurs avions ou de les lancer. La volonté de Stout de désobéir aux ordres et de faire confiance à son propre jugement fit la différence. Son histoire resta largement inconnue en dehors des cercles d'aviation militaire, jusqu'à ce que les historiens redécouvrent les rapports de mission des décennies plus tard. Lorsque les chercheurs recoupèrent sa citation de Navy Cross avec les archives japonaises et les photos aériennes, ils réalisèrent la pleine signification de ce qu'il avait accompli. Un homme, un avion, 8 minutes, 40 avions ennemis détruits, potentiellement 1 millier de vies sauvées. L'attaque démontra quelque chose que les stratèges militaires étudient encore aujourd'hui, la valeur de l'initiative au niveau tactique. Stout ne pouvait pas savoir avec certitude que sa décision était correcte. Il devinait les plans japonais, pariait que son évaluation de la menace était exacte et jouait sa vie sur sa capacité à exécuter l'attaque. Tout dans la situation plaidait pour la prudence. Suivre les ordres, rapporter, laisser quelqu'un de plus haut décider. Mais Stout comprenait que parfois, la personne sur le terrain voyant la situation de ses propres yeux a un meilleur jugement que les commandants regardant des cartes à des miles de distance. Sa volonté de faire confiance à sa propre évaluation, même quand cela signifiait désobéir directement aux ordres, incarnait le principe de l'intention du commandant. La marine ne lui avait pas ordonné d'attaquer cet aérodrome, mais elle l'avait envoyé pour protéger la force d'invasion. Il comprenait l'intention derrière sa mission et s'adapta quand les circonstances l'exigèrent. La marine reconnut cela, en lui décernant la Navy Cross, plutôt qu'en le traduisant en cour martiale. Elle comprit que l'adhésion rigide aux ordres aurait abouti au désastre. La désobéissance de Stout était en fait la forme la plus élevée de suivre l'intention plutôt que l'instruction. Les pilotes de chasse modernes étudient l'attaque de Stout dans les cours de formation tactique. Non seulement pour les compétences de pilotage qu'elle démontra, mais pour la prise de décision sous pression. L'armée enseigne que parfois, suivre les ordres à la lettre signifie manquer des opportunités qui ne reviendront pas. L'attaque démontra également une priorisation parfaite des cibles. Stout ne gaspilla pas de munitions en essayant de détruire 40 avions individuellement. Il identifia les fûts de carburant comme la vulnérabilité critique et l'exploita. Une balle au bon endroit accomplit plus qu'1 millier de balles au mauvais endroit. Son approche sous plusieurs angles, arrivant bas et vite pour minimiser l'exposition aux tirs antiaériens, montra une sophistication tactique au-delà de simplement pointer et tirer. Il avait analysé les défenses, planifié ses passages d'attaque et les exécuta malgré la prise de dégâts. Et de manière critique, il savait quand s'arrêter. Après avoir épuisé ses munitions, il ne s'est pas attardé à essayer d'évaluer les dégâts ou à chercher des cibles supplémentaires. Il est parti. La mission était accomplie. Rester plus longtemps aurait été un risque inutile. Toutes ces décisions se sont produites en quelques secondes, sous le feu sentant, pour une délibération attentive. La formation et l'expérience de Stout lui ont permis de prendre des décisions instantanées qui se sont toutes révélées correctes. Robert Cowboy Stout est décédé en 2005 à l'âge de 89 ans. Sa famille a finalement partagé son histoire publiquement et les historiens militaires se sont précipités pour préserver les détails avant qu'ils ne soient perdus. Sont tous les rapports de mission, les photos de reconnaissance et la citation de la Croix de la Marine ont tous confirmé ce qui semblait presque trop dramatique pour être cru. En dernière analyse, l'attaque de Stout sur Peleliu se classe comme l'une des frappes solo les plus réussies de l'histoire de l'aviation navale. Aucun autre pilote n'a détruit autant d'avions ennemis en une seule mission pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces 8 minutes de combat ont empêché ce qui aurait été une attaque aérienne dévastatrice sur l'invasion de Peleliu.
Les Marines qui ont débarqué sur ces plages n'ont jamais su qu'un pilote de la marine avait désobéi aux ordres pour sauver leur vie. Ils ont combattu à travers l'enfer sur cette île de corail, affrontant des défenseurs japonais dans des positions fortifiées qui transformaient chaque mètre de terrain en bataille. Mais au moins, ils n'ont pas affronté 40 avions les mitraillant alors qu'ils tentaient d'atteindre le rivage. Parfois, la chose la plus héroïque qu'un soldat puisse faire est de refuser de suivre les ordres. Non par lâcheté ou rébellion, mais parce que la situation exige une action que l'adhésion rigide à la procédure empêcherait. Stout a compris cela instinctivement. Lorsqu'il a été confronté à un choix entre faire ce qu'on lui disait et faire ce qui devait être fait, il a choisi la mission plutôt que les ordres. Son héritage vit dans chaque cours de formation tactique qui enseigne l'initiative plutôt que l'obéissance, l'adaptation plutôt que la rigidité, et la confiance dans le jugement des personnes sur le terrain. L'armée a appris de Stout et des pilotes comme lui que, parfois, le meilleur plan d'action est celui que personne ne vous a ordonné de prendre. La prochaine fois que vous faites face à une situation où suivre les règles semble erroné, où une procédure rigide est en conflit avec une nécessité évidente, souvenez-vous de Cowboy Stout tournant au-dessus de cet aérodrome. Il savait ce qui devait se passer. Il savait que cela lui coûterait s'il se trompait, et il l'a fait quand même, parce que l'alternative était pire.